Il y a des nuits où l'argent devient bruyant. Pas dans la rue, pas dans la maison, dans la tête. Je me souviens très bien d'une de ces nuits. Il était presque 1h du matin. La lumière de la cuisine était trop blanche, trop froide, et j'avais posé mon ordinateur sur une petite table qui tremblait un peu dès que je bougeais le bras. Je regardais mon compte bancaire. Longtemps. Pas parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Justement l'inverse. Quelques chiffres. Et derrière ces chiffres, toutes les décisions que je n'avais pas encore prises. Ce soir-là, je me suis rendu compte d'un truc simple. Gênant à admettre. Je travaillais beaucoup, mais je ne pensais pas vraiment à l'argent. Je pensais au travail, à finir les tâches, à payer les factures. Mais l'argent lui-même, je le laissais un peu se débrouiller tout seul, comme si c'était une plante sauvage qui pousserait quelque part dans le jardin sans qu'on s'en occupe vraiment. Et puis un jour, on regarde autour de soi et on se demande pourquoi tout est resté petit. Beaucoup de gens commencent la journée avec une question très simple. Comment je vais gagner plus aujourd'hui? Je l'ai longtemps posée aussi, mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas vraiment la bonne question. Parce que gagner plus, ce n'est pas le cœur du problème. Le vrai sujet, c'est la manière dont on pense à l'argent quand personne ne regarde, quand on est seul avec ses décisions, quand il n'y a pas de conseils, pas de bruit, pas d'encouragement, juste soi. Et cette petite voix qui dit « Bon, maintenant tu fais quoi ?» Je repense souvent à une autre scène. C'était un dimanche après-midi. Il faisait lourd. La ville était presque vide, tout le monde était sorti ou dormait. Moi, j'étais assis dans un petit café. Pas pour voir des amis, pas pour me détendre. J'avais un carnet ouvert devant moi. Je faisais des calculs, des trucs simples. Combien je gagnais, combien je dépensais, combien il restait. Et surtout, combien ça donnerait dans 5 ans, si rien ne changeait. Je me souviens très bien du moment où j'ai arrêté d'écrire. Le stylo est resté suspendu quelques secondes au-dessus du papier. Parce que j'avais compris quelque chose que je n'avais pas envie d'admettre. Travailler dur ne garantissait rien. Vraiment rien. On peut remplir ses journées, courir d'un projet à l'autre, rentrer épuisé le soir, et pourtant rester exactement au même endroit financièrement. C'est un genre de fatigue très particulier. Pas celle des muscles, celle de l'esprit. À ce moment-là, j'ai commencé à regarder les choses différemment, pas du jour au lendemain. Ce genre de bascule est lent, un peu maladroit au début. Je me suis mis à observer comment certaines personnes organisent leur argent, pas forcément les plus riches, mais ceux qui avaient une certaine tranquillité. Ils ne semblaient pas courir après chaque billet. Ils construisaient des choses, petit à petit. Un investissement ici, un projet là, une idée qu'ils testaient sans trop en parler. J'ai compris que l'argent n'est pas seulement une récompense pour l'effort, c'est une récompense pour la valeur. Et la valeur, c'est autre chose. C'est résoudre un problème pour quelqu'un, améliorer une situation, créer quelque chose qui reste utile, même quand on n'est plus là. Ça paraît évident quand on le dit. Mais quand on a passé des années à échanger son temps contre un salaire, ce changement de perspective demande un moment. Le cerveau résiste un peu. Il y a aussi cette illusion qu'on entretient facilement, la sécurité. Un salaire régulier donne l'impression que tout est sous contrôle. Je connais bien cette sensation. Je l'ai ressentie moi aussi. Et pourtant, j'ai vu trop de gens perdre cette sécurité en quelques semaines. Une restructuration, un marché qui change, une décision prise dans un bureau à des milliers de kilomètres. Et soudain, tout vacille. Ce jour-là, on comprend quelque chose de brutal. Dépendre d'une seule source de revenus, c'est marcher sur une seule jambe. Ça tient, jusqu'au moment où ça ne tient plus. Je me souviens très clairement du premier petit projet que j'ai lancé à côté de mon travail. Rien d'impressionnant. Franchement, je travaillais dessus le soir, souvent vers 22h, quand tout le monde était sorti ou regardait un film. La pièce était silencieuse. J'entendais parfois les voisins rire derrière les murs. Moi, j'étais là, devant mon écran, à essayer de comprendre comment transformer une idée un peu floue en quelque chose qui pourrait rapporter, même un peu. Au début, ça rapportait presque rien. Mais ça m'a appris quelque chose d'important. Construire un système est très différent de vendre son temps. Un système peut fonctionner pendant que vous dormez ou pendant que vous êtes ailleurs. Cette idée m'a obsédé pendant longtemps.
Petit à petit, j'ai commencé à voir l'argent comme un jardin, pas dans le sens romantique. Un jardin demande des décisions. Qu'est-ce qu'on plante, où on plante, combien de temps on accepte d'attendre, et surtout, ce qu'on accepte de ne pas planter. Parce que certaines graines donnent des résultats rapides, mais pauvres. D'autres prennent des années. On ne sait jamais exactement. Mais on apprend à observer. Il y a aussi une dimension dont on parle rarement. La solitude des décisions financières. Quand on change sa manière de penser à l'argent, il y a souvent un décalage avec l'entourage. Pas forcément un conflit, juste un silence. Les conversations restent les mêmes. Sorties, dépenses, plaisir immédiat. Et vous, à l'intérieur, vous commencez à regarder ces moments différemment. Pas avec mépris, avec hésitation, parce qu'une partie de vous veut profiter, et une autre partie pense au futur. Ce tiraillement, je le connais bien. Avec le temps, j'ai compris une chose assez simple. L'argent aime les structures, les idées qui se répètent, les systèmes qui produisent encore et encore, un bon produit, un service utile, un investissement patient. Ce sont des choses discrètes, pas très spectaculaires, mais elles s'additionnent. Et un jour, on regarde derrière soi. On voit que certaines décisions prises presque en silence ont fini par changer la trajectoire. Si je devais résumer ce que j'ai appris, ce serait peut-être ça. La richesse ne commence pas dans le compte bancaire. Elle commence dans la manière de regarder les choix quotidiens. Ce qu'on fait avec un billet, avec une heure, avec une idée. Ce sont de petites décisions, presque invisibles, mais répétées pendant des années. Elles finissent par raconter une histoire. Et parfois, tard le soir, quand la maison est calme, on ouvre son ordinateur. On regarde les chiffres. Et cette fois, le silence dans la tête est un peu différent, moins lourd. Parce qu'on sait que certaines graines ont enfin commencé à pousser. Il y a une chose que j'ai mise longtemps à comprendre, pas parce que l'idée est compliquée, parce qu'elle demande de la patience. Et la patience, quand on parle d'argent, c'est souvent ce qui manque le plus. On veut que ça change vite, on veut que les choses décollent d'un coup. Mais la réalité est plus lente, plus discrète, presque silencieuse. Je me rappelle d'un soir où j'essayais de construire quelque chose à côté de mon travail principal. Rien d'impressionnant. Un petit projet, presque fragile. Il était tard. La pièce était éclairée par une seule lampe, et sur le bureau il y avait un vieux carnet avec des chiffres un peu partout. Des idées, des calculs approximatifs, des flèches qui reliaient des choses qui n'étaient pas encore très claires. Je pensais que ça allait aller vite, que quelques mois suffiraient. En réalité, pendant presque un an, il ne s'est presque rien passé. C'est dans ces moments-là que beaucoup de gens abandonnent, parce qu'on a l'impression de parler dans le vide, de construire quelque chose qui ne répond pas. Et pourtant, c'est exactement là que se joue la différence. La constance, pas spectaculaire, pas motivante, juste régulière. Avec le temps, j'ai compris que les revenus multiples ne naissent pas d'un grand coup de génie. Ils poussent comme des branches. D'abord une seule, puis une autre. Et entre les deux, il y a souvent des mois de doute. Je vois souvent des gens attendre la bonne idée, le moment parfait, l'occasion qui va tout déclencher. La vie ne fonctionne pas vraiment comme ça. Elle avance pendant qu'on hésite. Il y a aussi un mot qui fait peur à beaucoup de monde, la dette. Rien que le mot suffit à fermer certaines conversations. Je comprends cette réaction. Moi aussi, pendant longtemps, j'associais ça à des problèmes. Carte de crédit qui déborde, facture qu'on repousse. Mais la vérité est plus nuancée que ça. La dette peut être une chaîne ou un levier. Tout dépend de ce qu'on en fait. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai emprunté de l'argent pour développer une activité. Je n'ai presque pas dormi la nuit précédente. Pas à cause du montant, à cause du poids de la décision. Signer ce papier, c'était accepter une responsabilité nouvelle, une pression différente. Je me rappelle être resté quelques minutes devant la porte de la banque avant d'entrer. Le genre de moment où on se demande « est-ce que je suis en train de faire une erreur ?» Finalement, ce prêt m'a permis d'acheter un équipement que je n'aurais jamais pu payer comptant. Et cet équipement a généré des revenus qui ont remboursé le prêt bien plus vite que prévu. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. L'argent peut amplifier ce que vous faites, mais il amplifie tout. Les bonnes décisions et les mauvaises.
C'est pour ça que ce genre d'outil demande du respect, pas de l'enthousiasme aveugle, du discernement. Et puis il y a un principe que j'ai découvert assez tard, étrangement tard, se payer en premier. Ça paraît simple quand on le dit, mais dans la vraie vie, beaucoup de gens font l'inverse. Ils payent tout le monde d'abord. Le loyer, les factures, les abonnements, les petites dépenses qu'on oublie même de compter. Et s'il reste quelque chose, alors peut-être qu'on met un peu de côté. Souvent, il ne reste rien. Je me souviens très bien du moment où j'ai commencé à changer ça. Ce n'était pas un grand plan financier, juste une décision un peu discrète. Chaque fois que je recevais de l'argent, je prenais une petite partie avant tout le reste. Au début, c'était presque ridicule. Une somme qui ne semblait rien changer. Mais psychologiquement, ça changeait tout. Parce que pour la première fois, une partie de mon travail n'était pas destinée au présent. Elle était destinée au futur. Je me rappelle d'un matin très précis. Il devait être 7h30. Le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine et la cafetière faisait ce bruit irrégulier qu'elle fait toujours avant de finir. Je regardais un petit tableau sur mon ordinateur, juste une colonne de chiffres. L'épargne accumulée. Ce n'était pas énorme. Mais ce matin-là, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une forme de calme, comme si une petite partie de l'avenir était devenue moins floue. Avec le temps, j'ai compris que l'argent ne se construit pas seulement avec des décisions financières. Il se construit avec des décisions personnelles. Les compétences qu'on développe, les choses qu'on apprend pendant que d'autres passent à autre chose. Au début de ma carrière, je pensais que mon salaire dépendait surtout de mon employeur, du marché, de la chance. Puis un jour, une idée un peu inconfortable m'est tombée dessus. La limite, c'était moi. Ce que je savais faire, ce que je comprenais, ce que j'étais capable de créer. Cette réalisation est un peu brutale, mais elle est aussi libératrice, parce que si la limite vient de l'intérieur, elle peut évoluer. Je me souviens d'une période où j'avais pris une habitude très simple. Chaque soir, avant de dormir, je lisais quelques pages d'un livre sur le business, l'investissement ou la psychologie humaine. Pas longtemps, 10 minutes parfois. Mais ces 10 minutes répétées pendant des années ont changé ma manière de voir les choses. Certaines idées se transforment lentement. Elles restent dans un coin de l'esprit. Puis un jour, face à une décision réelle, elles prennent enfin du sens. L'apprentissage fonctionne un peu comme l'argent. Les deux composent. Une idée en entraîne une autre. Une compétence ouvre une porte qui en ouvre deux autres. Et soudain, des choses qui semblaient compliquées deviennent plus simples. Pas facile, mais plus claires. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois surtout une accumulation de petits choix. Rien de spectaculaire. Un projet lancé tard le soir, un livre ouvert quand la fatigue disait d'arrêter. Une petite somme mise de côté alors que d'autres dépenses semblaient plus urgentes. Sur le moment, ces décisions paraissent insignifiantes. Mais avec les années, elles s'additionnent. Et elles finissent par former quelque chose qui ressemble à une direction. Pas une promesse, pas une certitude, juste un chemin un peu plus solide sous les pieds. Et parfois, quand la maison est calme et que la nuit est déjà bien avancée. Je repense à ces premières soirées où tout paraissait incertain. C'est étrange. Les chiffres ont changé, mais la sensation reste la même. Cette impression qu'on est encore en train de planter des graines et qu'une partie du jardin pousse quelque part dans l'obscurité. Il y a des décisions qui paraissent minuscules au moment où on les prend, presque ridicules. Et pourtant, avec le temps, ce sont elles qui finissent par déplacer toute une vie. Pas les grandes déclarations, pas les moments spectaculaires, juste ces choix discrets qu'on fait un peu à l'écart du bruit. Je me souviens d'un soir très banal. Je marchais dans une rue assez calme, les vitrines étaient encore éclairées et il y avait ce genre d'objets qu'on n'avait pas vraiment prévu d'acheter, mais qui deviennent soudain très tentants quand on les regarde trop longtemps. Un gadget. Rien de vital. Je me suis arrêté quelques secondes. Je pouvais me le permettre. C'était même la première fois depuis un moment que j'avais un peu de marge. Et pourtant, je suis resté là, devant la vitrine, à faire un calcul étrange dans ma tête. Pas le prix de l'objet. Le temps. Je me suis demandé combien d'heures de travail cet objet représentait vraiment. Combien d'énergie? C'est une question un peu inconfortable.
Parce que quand on la pose honnêtement, certaines choses perdent immédiatement leur charme. Je ne l'ai pas acheté, je ne suis pas rentré chez moi en me sentant vertueux, juste un peu plus conscient. Pendant longtemps, j'ai pensé que la richesse se jouait dans les grandes décisions, les investissements importants, les projets ambitieux. Mais la vérité est plus subtile. Elle se cache souvent dans les petits gestes répétés. Un livre ouvert le soir au lieu d'un écran, une somme mise de côté presque automatiquement, une heure consacrée à comprendre quelque chose de nouveau. Ce sont des choses lentes, et le monde moderne n'aime pas ce qui est lent. Tout pousse à vouloir le résultat immédiatement. La gratification rapide, le plaisir maintenant, le futur, on verra plus tard. Mais le futur a une mémoire étrange. Il se souvient très bien de la manière dont on a utilisé son temps. Je repense souvent à une période où je gagnais un peu plus qu'avant, et pourtant, je ne comprenais pas pourquoi l'argent disparaissait toujours aussi vite. À la fin du mois, le compte était presque vide, et la sensation était bizarre, parce que je travaillais beaucoup. Une soirée, tard, j'ai ouvert un cahier et j'ai commencé à écrire. Chaque dépense, même les petites, le café pris en vitesse, les achats impulsifs, les abonnements oubliés. Au début, c'était presque gênant. On découvre des habitudes qu'on n'avait jamais vraiment regardées en face. Mais après quelques semaines, quelque chose devient clair. L'argent ne disparaît pas par magie. Il suit simplement les chemins qu'on lui ouvre. Et quand on voit ces chemins noirs sur blanc, on comprend mieux certaines choses. Ce genre de prise de conscience ne transforme pas tout du jour au lendemain, mais elle change la manière dont on décide. Un achat devient une question, une dépense devient un choix, et petit à petit, l'argent commence à travailler avec nous au lieu de filer entre les doigts. Il y a aussi une autre dimension dont on parle rarement, l'environnement, les gens autour de nous. On aime croire que nos décisions sont totalement indépendantes. La réalité est plus subtile. Les conversations influencent les ambitions. Les habitudes deviennent contagieuses. Je me rappelle d'une période où la plupart des discussions autour de moi tournaient toujours autour des mêmes sujets. Les factures, les plaintes, les difficultés économiques. C'était presque une atmosphère permanente. Personne ne faisait exprès. Mais petit à petit, cette manière de voir les choses devient la norme. Les idées restent petites, les projets semblent irréalistes. On finit par croire que certaines trajectoires ne sont pas faites pour nous. Un jour, un peu par hasard, j'ai assisté à une petite conférence. La salle n'était pas très grande, peut-être une trentaine de personnes. Je me souviens surtout d'un détail très simple. L'homme qui parlait ne semblait pas particulièrement impressionnant. Pas de costume spectaculaire, pas de discours grandiose. Mais sa manière de penser était différente. Quand quelqu'un posait une question sur un problème, il parlait immédiatement de solution. Quand on évoquait un risque, il parlait de stratégie. C'était presque déroutant. En sortant de cette salle, je me suis rendu compte que certaines conversations élargissent l'horizon et d'autres le rétrécissent. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis posé une question assez directe. Avec qui est-ce que je passe le plus de temps ? Et qu'est-ce que ces conversations construisent réellement dans ma tête? Changer son environnement ne veut pas dire abandonner les gens. Mais parfois, il faut ajouter d'autres voix. Des gens qui pensent plus loin, qui parlent d'idées, de projets, de construction, pas seulement de survie. Ces rencontres accélèrent quelque chose à l'intérieur, comme si certaines limites invisibles disparaissaient. Avec le temps, j'ai compris que la richesse n'est pas seulement une question d'argent. C'est une manière d'organiser sa vie, le temps, les compétences, les relations. Tout cela se mélange. Une heure bien utilisée peut transformer une idée. Une discussion peut ouvrir une opportunité. Un apprentissage peut changer une trajectoire entière. Je repense souvent à un moment très simple. Un matin calme. J'étais assis devant une feuille avec quelques objectifs écrits dessus. Rien d'extraordinaire. Juste des directions pour les prochaines années. Pas des rêves vagues, des choses concrètes, des compétences à apprendre, des projets à lancer, des montants à atteindre. Ce qui m'a surpris ce jour-là, ce n'est pas l'ambition de ces objectifs, c'est le sentiment étrange qu'ils semblaient déjà un peu réels, comme si les voir écrits les rendaient possibles. Le futur n'apparaît pas soudainement, il se construit dans la répétition.
Les choix du lundi ressemblent à ceux du mardi, puis aux décisions de l'année suivante. Et un jour, on se retourne. On réalise que la direction a changé, mais suffisamment pour transformer le paysage. Si je regarde tout ce chemin aujourd'hui, je vois surtout une accumulation de prises de conscience. Comprendre où va l'argent, choisir avec qui on passe du temps, apprendre encore, même quand personne ne l'exige. Ce ne sont pas des secrets. Plutôt des habitudes, des gestes simples répétés assez longtemps pour produire quelque chose de solide. Et parfois, tard le soir, quand la maison est silencieuse, je repense à ces premières années. Les doutes, les hésitations, les moments où rien ne semblait vraiment avancer. C'est étrange. Avec le recul, on comprend que tout avançait déjà, très lentement, comme une graine sous la terre, invisible mais bien vivante. Il y a des choses qu'on comprend seulement après coup. Sur le moment, on pense que ce sont des détails, des gestes presque invisibles. Mais quand les années passent, on réalise que ces détails ont fini par dessiner toute une direction. Je repense souvent aux premières années où j'essayais simplement de tenir le moi. Pas de grande stratégie, pas de plan sophistiqué, juste l'impression de courir un peu derrière tout. Je regardais les chiffres, je faisais tourner les mêmes calculs dans ma tête. Et parfois j'avais l'impression que tout reposait sur un coup de chance qui n'arrivait jamais. C'est une pensée assez répandue d'ailleurs. L'idée qu'un jour il y aura un moment décisif, une opportunité exceptionnelle, un événement qui fera basculer les choses d'un seul coup. Avec le temps, j'ai compris que la réalité est beaucoup moins spectaculaire. La plupart des trajectoires financières changent à cause d'actions minuscules, répétées très longtemps. Je me souviens très bien d'une période où chaque vendredi je mettais de côté une petite somme, rien d'impressionnant. Au début, ça me paraissait presque inutile. Je me disais, à quoi bon? La somme était trop petite pour changer quoi que ce soit immédiatement. Pourtant, chaque semaine je recommençais. C'était pas un geste héroïque, plutôt une habitude, une sorte de rituel discret. Des années plus tard, en regardant en arrière, je me suis rendu compte que ce geste minuscule avait construit quelque chose de beaucoup plus solide que je ne l'imaginais au départ. C'est étrange comme les choses lentes deviennent puissantes quand on leur laisse le temps. La plupart des gens imaginent la richesse comme un événement, une arrivée, une explosion. En réalité, c'est plutôt une accumulation silencieuse. Un peu comme une rivière qui creuse la pierre. Au début, on ne voit rien, puis lentement, le paysage change. Je repense aussi à une autre prise de conscience. Le temps. Pas le temps abstrait dont on parle dans les livres, mais les heures réelles d'une journée. Quand on commence à regarder sa vie avec honnêteté, on réalise qu'on échange souvent ses heures contre de l'argent. Ce n'est pas forcément mauvais, c'est même le point de départ pour beaucoup de gens. Mais c'est aussi un système avec une limite très claire. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Je me rappelle d'une période où je travaillais énormément. Les journées commençaient tôt, finissaient tard. Je rentrais fatigué mais avec l'impression d'avoir avancé. Un soir pourtant, en rentrant chez moi, j'ai eu une pensée un peu désagréable. Tout ce que j'avais gagné ce jour-là était directement lié aux heures que j'avais vendues. Si je m'arrêtais, le revenu s'arrêtait aussi. Cette idée m'a poursuivi pendant un moment. C'est là que j'ai commencé à réfléchir différemment. Pas seulement à gagner de l'argent, mais à construire des choses qui continueraient d'exister même quand je ne serais pas en train de travailler. Au début, c'était très simple. Automatiser certaines choses, mettre en place des systèmes, créer des sources de revenus qui n'exigeaient pas ma présence constante. Je me souviens très bien du premier petit système que j'ai mis en place. Rien de spectaculaire. Mais un matin, j'ai regardé mon compte et j'ai vu un revenu apparaître sans que j'aie travaillé ce jour-là. La sensation était étrange, comme si une petite machine s'était mise à tourner toute seule. Ce n'était pas énorme, mais l'idée derrière était puissante. Plus tard, j'ai compris que l'argent pouvait travailler. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais qu'on ne ressent vraiment que lorsqu'on l'a vécue. Je me souviens par exemple de la première fois où j'ai investi dans quelque chose qui produisait des revenus réguliers. Un projet simple, pas très glamour. Au début, je vérifiais presque chaque semaine pour voir si ça fonctionnait vraiment.
Et petit à petit, cette source s'est stabilisée. Pas spectaculaire, mais fiable. Ce genre de choses change la manière dont on voit l'argent. Il ne devient plus seulement le résultat d'un effort, il devient un outil. Il y a aussi un phénomène assez fascinant, l'effet cumulatif. Quand on réinvestit ce qu'on gagne au lieu de tout consommer immédiatement, les résultats finissent par accélérer. Pas tout de suite. Au début, c'est presque imperceptible, mais après quelques années, la progression devient plus rapide que l'effort initial. C'est un peu comme si certaines décisions passées continuaient de travailler pour vous. Avec le temps, j'ai compris que la richesse durable ressemble davantage à un jardin qu'à une chasse. On plante, on entretient, on laisse pousser. Certaines graines prennent longtemps, d'autres surprennent par leur vitesse. Mais dans tous les cas, la patience joue un rôle immense. Je pense aussi souvent aux gens qui nous entourent. On sous-estime beaucoup leur influence. Quand toutes les conversations tournent autour des problèmes, des limites, des frustrations, il devient difficile d'imaginer autre chose. Je l'ai vécu. Pendant une période, j'étais entouré de personnes qui voyaient l'argent uniquement comme une source de stress. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, on finit par adopter la même vision. Puis un jour, j'ai commencé à rencontrer des gens qui parlaient différemment. Pas forcément plus riches, mais plus stratégiques. Ils parlaient d'idées, de systèmes, d'investissements. Leur manière de réfléchir ouvrait des perspectives nouvelles, et ça change énormément de choses. Aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, je ne vois pas un grand moment décisif. Je vois une série de décisions minuscules, un peu d'épargne chaque semaine, des compétences apprises tard le soir, des systèmes construits lentement, des conversations qui ont élargi ma manière de penser. Individuellement, ces actions semblaient insignifiantes. Ensemble, elles ont créé une trajectoire. La vérité, c'est que la richesse n'arrive presque jamais par surprise. Elle se construit, elle s'organise, elle se cultive dans les choix répétés d'une vie ordinaire. Et parfois, tard le soir, quand tout est calme, je repense à ces premières années où chaque décision semblait incertaine. C'est drôle. À l'époque, j'avais l'impression d'avancer dans le brouillard. Aujourd'hui, je vois simplement que chaque petit pas construisait déjà quelque chose. Comme si, sans le savoir, j'étais en train de planter un jardin dont je ne voyais pas encore les fruits. Il y a un mot qui effraie beaucoup de gens quand on parle d'argent. Le risque. Rien que le mot suffit parfois à fermer la conversation. On imagine tout de suite les pertes, les erreurs, les histoires de gens qui ont tout perdu parce qu'ils ont voulu aller trop vite. Je comprends cette peur. Je l'ai connue de l'intérieur. Pendant longtemps, chaque décision financière me paraissait dangereuse. J'avais l'impression qu'une erreur pouvait tout faire basculer. Alors je restais prudent. Trop prudent parfois. Je me disais qu'éviter les risques était la meilleure manière de protéger ce que j'avais. Avec le temps, j'ai réalisé que les choses étaient un peu plus complexes. Ceux qui construisent vraiment quelque chose ne fuient pas le risque. Ils apprennent simplement à le regarder en face. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai envisagé d'investir dans un projet un peu sérieux. C'était tard le soir. La pièce était silencieuse, sauf le bruit régulier d'un ventilateur qui tournait dans un coin. J'avais ouvert plusieurs feuilles avec des calculs, les revenus possibles, les dépenses, les scénarios où ça fonctionnerait et ceux où ça pourrait mal tourner. À un moment, j'ai posé le stylo et je me suis dit quelque chose de très simple. Tu ne peux pas rester immobile éternellement. Cette décision-là ne venait pas d'un élan de courage, plutôt d'une forme de lucidité. Parce qu'à force d'éviter les risques, on évite aussi les possibilités. Ce que j'ai appris ensuite, c'est que le risque n'est pas un bloc unique. Il y a le risque aveugle, celui qui ressemble presque à un pari. Et puis il y a le risque réfléchi, celui qu'on examine sous plusieurs angles. Qu'est-ce que je peux perdre? Qu'est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce que j'apprendrai même si ça ne marche pas? Cette manière de penser change beaucoup de choses. Je repense souvent à un projet que j'ai testé il y a quelques années. Au départ, j'y ai investi une somme assez petite, presque un test. Je voulais voir comment les gens réagiraient, comprendre la dynamique, observer les résultats. Le projet n'a pas explosé, pas du tout, mais il a fonctionné suffisamment pour m'apprendre quelque chose de précieux.
comment les clients décident, comment le timing influence tout, comment une idée se transforme une fois confrontée à la réalité. Ces leçons valaient largement l'argent investi, et plus tard, quand une opportunité plus grande s'est présentée, je ne partais plus de zéro. Il y a aussi une autre chose que j'ai mise du temps à comprendre: le travail. On nous répète depuis toujours que travailler dur est la clé. Et oui, travailler est indispensable, mais ce n'est pas toute l'histoire. Je me rappelle d'une période où je travaillais presque sans pause. Les journées étaient longues, les semaines aussi. Je rentrais le soir avec cette sensation étrange d'avoir donné toute mon énergie, mais de ne pas construire grand-chose qui durerait. Mon salaire arrivait, puis il disparaissait. Le mois suivant, tout recommençait. Un jour, cette idée m'est venue très clairement. Les personnes qui travaillent sont payées une fois. Les personnes qui possèdent quelque chose sont payées encore et encore. Cette phrase m'a poursuivi longtemps. Ma première expérience d'appartenance, posséder quelque chose qui générait un revenu, était très modeste, un petit investissement, rien d'impressionnant. Mais je me souviens très bien du moment où le premier revenu est arrivé. Je n'avais rien fait ce jour-là. Et pourtant, l'argent était là. Ce n'était pas une somme énorme. Mais la sensation était différente, comme si une petite roue venait de commencer à tourner toute seule. Petit à petit, j'ai commencé à regarder chaque décision différemment. Quand je lançais un projet, je me demandais, est-ce que cela crée quelque chose qui continuera d'exister plus tard? Ou est-ce simplement une manière de gagner un peu d'argent maintenant? La différence est énorme. Un revenu disparaît quand l'effort s'arrête. Un actif continue. Mais rien de tout cela n'arrive d'un seul coup. C'est peut-être la chose la plus difficile à accepter. Les progrès financiers les plus solides viennent rarement de moments spectaculaires. Ils viennent de la répétition. Je me souviens de mes premiers investissements réguliers. Ils étaient petits. Si petits que j'avais parfois l'impression de perdre mon temps. Personne autour de moi n'y prêtait attention. Moi-même, certains jours, je doutais. Mais je continuais. Encore et encore. La puissance de cette répétition est étrange. Au début, elle ne produit presque rien. Puis un jour, on se rend compte que ces petites actions ont commencé à s'additionner. Une habitude devient une structure devient une source de revenus. Une source de revenus ouvre d'autres possibilités. C'est un mouvement lent, mais une fois lancé, il devient difficile à arrêter. Avec le recul, je vois maintenant que la richesse ressemble beaucoup à une accumulation de décisions ordinaires. Un peu de courage pour tester une idée, un peu de prudence pour ne pas tout risquer, un peu de discipline pour continuer même quand les résultats tardent. Ce mélange crée quelque chose de solide, pas spectaculaire, mais réel. Aujourd'hui encore, quand je prends une décision financière, je ressens parfois cette vieille hésitation. Ce petit doute qui murmure « et si ça ne marche pas ?» Je ne pense pas que cette voix disparaît un jour, mais elle change de rôle. Elle devient une question, pas un obstacle. Et quelque part, tard le soir, quand tout est calme et que je regarde le chemin parcouru, je me rends compte d'une chose assez simple. Ce ne sont pas les moments de courage intense qui ont tout changé. Ce sont les choix répétés, les petits pas pris malgré l'incertitude, comme si, année après année, on construisait une machine discrète qui continue de travailler pendant qu'on dort.